sommes tous les deux des grands fans de David Bowie. Nous avons chacun écrit un ouvrage. Nous avons collaboré aussi sur un ouvrage commun consacré à la carrière de David Bowie. Aujourd'hui, une brève introduction en fait sur qui il est, quels ont été les personnages qui ont influencé David Bowie, comment il s'est construit, quel personnage lui-même il a incarné. David Bowie naît le 8 janvier 1947 à Brixton, à Londres. Alors, il va être un adolescent des années 60 et vivre en fait en plein British Boom Blues. Donc il va vraiment être inspiré par des tas et des tas de groupes comme les Rolling Stones, les Beatles, les Kings. Il va vraiment évoluer dans son adolescence dans un Londres en pleine explosion artistique, en pleine explosion musicale. Et c'est ça qu'il va en fait, qui va le bercer, qui va lui permettre de devenir qui il va devenir dans les années 70. Alors, il y a un personnage clé dans sa vie, dès sa plus jeune enfance, c'est son frère, son demi-frère qui s'appelle Terry. Terry est quelqu'un qui est absolument fan de jazz, qui est absolument fan aussi de musique rock, et il va permettre au jeune David d'évoluer, de lui apprendre, voilà, il faut écouter tel album, il faut découvrir telle chose, mais l'apprentissage que Terry va lui donner va dépasser les limites de la musique. Donc qui l'initie à la musique, mais pas seulement, il l'initie aussi à la littérature, littérature américaine et plus précisément la Beat Generation, donc William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Et donc, d'ailleurs, David Bowie a longtemps eu comme livre de chevet On the Road, le manifeste Beatnik, ainsi que le Festin nu de Burroughs, qu'il va rencontrer par la suite. Et pour certaines périodes, il va d'ailleurs adopter les cut-up de William Burroughs pour écrire certaines de ses chansons. Autre élément en fait qui va marquer profondément la carrière de David Bowie très jeune, c'est une dispute qu'il va avoir à l'école avec un certain George Underwood. Il se dispute en fait pour conquérir le cœur de la même fille, et donc ça va aboutir à un problème à l'œil que beaucoup de personnes considéreront comme en fait, on dira souvent que c'est un œil verron. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste une blessure qu'il a eue à l'œil et qui fait qu'en fait, sa pupille réagit différemment à la lumière, ce qui lui donne en fait ce regard assez particulier sur lequel il va jouer tout au long de sa carrière, puisqu'il va appliquer à cet œil différentes lentilles de couleur et vraiment jouer son image, construire son image à travers ce léger handicap. Alors David Bowie, dans les années 60, évolue dans différents groupes. Au début, il s'appelle David Robert Jones, c'est son vrai nom. Et puis, il va en changer en fait de nom. Il va notamment s'appeler à un moment Davy Jones. Le problème, c'est que le nom de Davy Jones, il ne va pas pouvoir le conserver, tout simplement parce que c'est le même nom qu'un des membres des Monkees, qui est un groupe américain qui se veut un peu la réponse américaine aux Beatles à l'époque. Et donc, de David Robert Jones à David Jones, il devient David Bowie. Et puis, il va rencontrer quelqu'un qui sera un autre personnage très influent pour lui, quelqu'un qui va beaucoup l'inspirer, qui est son premier manager professionnel, qui s'appelle Ken Pitt. Et il va encore plus développer le sens artistique de David Bowie, notamment en l'intéressant à tout ce qui est le monde du cinéma, du théâtre et de l'art en fait en général. Autre personnage influent, c'est le mime Lindsay Kemp. Alors Lindsay Kemp va avoir une influence sur Bowie très très longue, je dirais, puisque quand on regarde les différents concerts qu'il a donnés tout au long de sa carrière, eh bien, il emprunte souvent des éléments qu'il a été puisé en fait dans le monde du mime et dans l'art de Lindsay Kemp. Donc Lindsay Kemp qui est illustré ici, le chef d'orchestre théâtral du Living Theatre. C'était à l'époque des spectacles résolument extravertis, homosexuels. Et donc au départ, en fait, Bowie n'est pas très intéressé. Puis c'est en fait une de ses amoureuses de l'époque qui lui glisse à l'oreille: tiens, écoute, tu devrais quand même un petit peu aller voir ce que Lindsay fait. Il dit ouais, du théâtre, ok. Oui, mais en fait, dans son dernier spectacle, il utilise un de tes morceaux. Et là, Bowie dit le théâtre, mais ça peut être intéressant effectivement. Et donc celles qui connaissent David Bowie savent que
la technique d'être en scène et de jouer avec le public est vraiment primordiale, en particulier chez David Bowie. Et donc lui, il va vraiment utiliser la technique de l'aparté. Donc c'est vraiment, je suis sur scène avec mon groupe, mais en même temps, je joue avec le public. Je pense que David Bowie, c'est quand même une des personnes, peut-être avec, enfin, il y en a d'autres évidemment, dont Mick Jagger, qui maîtrise vraiment la technique de l'aparté, donc le jeu avec le public. Un premier album en fait de David Bowie sort en 1967, il s'appelle tout simplement David Bowie. Malheureusement, c'est un échec commercial cuisant. Le label qu'il a signé ne sait vraiment pas ce qu'il doit faire de cet artiste, puisqu'il ne sait même pas en fait lui apposer une étiquette. Quand on écoute le premier album, on ne sait pas vraiment exactement ce que David Bowie a voulu proposer. Certains vont considérer que c'est comme de la musique pour enfants, que c'est une musique un peu le musical. Enfin, c'est l'art de David Bowie, ce qu'il propose à ses débuts, est très difficilement définissable, très difficilement étiquetable, et donc ça pose un problème à son label musical, qui est sur le point de le lâcher à cette époque, et puis qui en dernière minute va dire en fait... va proposer un jeune producteur américain qui s'appelle Tony Visconti, qui est en fait un jeune américain qui vient juste de débarquer en Angleterre. Il lui dit, écoute, on a un artiste ici sur le label, on ne sait pas du tout quoi en faire, est-ce que tu veux bien le rencontrer et essayer de voir avec lui ce que tu pourrais échanger, ce que tu pourrais faire, parce que nous, si on ne trouve pas de direction artistique pour lui, on va devoir le lâcher. Et donc, Tony Visconti, qui a une vingtaine d'années à ce moment-là, il a plus ou moins le même âge que David Bowie, va rencontrer David Bowie, ils vont se parler, et ils vont vraiment directement avoir une connexion extrêmement forte. Normalement, ils devaient avoir une réunion informelle qui devrait durer 1 heure, et ils vont passer la journée ensemble à discuter de musique, à discuter de leur amour pour le Velvet Underground, le groupe de Lou Reed qui, dans les années 60, dans la fin des années 60, est un groupe underground très réputé à New York. Et donc, ils vont échanger beaucoup et décider de travailler ensemble. Et c'est cette union musicale, cette union entre le producteur Tony Visconti et David Bowie qui va vraiment qui va fonctionner, qui va permettre à David Bowie de se développer par la suite. Et on le sait, David Bowie et Tony Visconti vont travailler jusqu'à aujourd'hui, puisque le dernier album de David Bowie qui est sorti l'année dernière a été produit à nouveau par le tandem Bowie et Visconti. On arrive à l'année 69, après donc pas mal de galères pour Bowie. Il va se passer quelque chose, enfin pour lui. En juillet 69 va sortir le 45 tours Space Oddity, qui va vraiment lui permettre d'enfin attirer l'attention des médias, mais aussi attirer l'attention du grand public. Bizarrement, Tony Visconti, qui est son producteur à l'époque, va accepter de produire tout l'album, qui s'appellera Man of Music, Man of Words, mais il ne va pas accepter de produire le single, qui est Space Oddity, disant qu'il trouve ça pas terrible, et donc va laisser la production à un autre jeune producteur qui s'appelle Gus Dungeon. Gus Dungeon qui par la suite deviendra le producteur attitré d'Elton John, et qui produira notamment le célèbre Rocketman, qui a un peu la même thématique finalement que Space Oddity, et qui restera un peu dans la même sonorité. Alors, aussi dire qu'à cette époque, Space Oddity va bénéficier d'une sacrée publicité grâce à un événement, Yves, qui va se passer à ce moment-là. Donc, juillet 69, premier homme sur la Lune. Et donc, la BBC, la toute-puissante BBC, va utiliser, durant les spots publicitaires, le thème de Space Oddity. Donc, ce qui n'est quand même pas rien et ce qui fait quand même c'est quand même un très très beau coup de marketing et de coup de pied à l'étrier pour David Bowie. Mais le morceau ne va quand même pas super bien marcher. Disons que pas super bien marché, on peut nuancer. En tant que 45 tours, ça fonctionne pas trop mal, mais le problème c'est que l'album ne suit pas. Il y a un petit déclic qui se passe à ce moment-là, mais c'est vraiment pendant quelques mois, quelques semaines, je dirais. Et puis il va retomber dans l'anonymat complet. En 1970 va sortir un album qui est pourtant excellent, mais qui va être complètement ignoré par le grand public, qui s'appelle The Man Who Sold the World, qui est un album très inspiré par tout ce qui est en fait le hard rock britannique et américain à l'époque, notamment par le groupe Cream, qui est un groupe fondé par Eric Clapton. C'est un album, Man Who Sold the World, qui va vraiment être finalement fondateur du hard rock, mais qui va être malheureusement redécouvert
par la suite, puisqu'à l'époque, à sa sortie en 1970, ça va être un échec commercial. Suit en 71 l'album Hunky Dory, sur lequel figurent des perles comme Changes, Life on Mars. On est en 71, et encore une fois, même si l'album est excellent, personne ne va vraiment remarquer encore David Bowie à ce moment-là. Le succès est proche, mais il va falloir encore attendre quelques mois. Iconographiquement, il se cherche aussi. Une fois, il a les cheveux bouclés, une fois les longs cheveux, une fois les cheveux courts. Son image, il la cherche aussi, tout comme son public. Ceci, c'est simplement pour illustrer aussi voilà, les deux tendances. Donc pour The Man Who Sold the World, David Bowie apparaît dans une robe avec les cheveux, des longs cheveux, pose lascive, il est sur un divan, jeu de cartes jeté à terre, en Angleterre, sur la pochette. Et aux États-Unis, la pochette va être tout simplement bannie, censurée. Et vous avez la pochette donc, à votre droite qui est parue aux États-Unis. Aussi, en 71, David Bowie fait la rencontre de Tony DeFries, qui va devenir son nouveau manager. C'est un avocat qui malheureusement par la suite s'avère être un avocat bien véreux, puisqu'il va rouler David Bowie. Un procès va suivre fin des années 70, un procès qui va beaucoup affecter David Bowie, mais c'est Tony DeFries, quelqu'un qui va lui promettre de devenir une star, lui promettre d'arriver au sommet des hit parades, et c'est quelqu'un qui va renforcer l'aspect paranoïaque de David Bowie, dont on reparlera par la suite. On peut quand même avancer que c'est la première et la dernière fois qu'il s'est fait rouler dans la farine. Connaissant Bowie maintenant aussi un des maîtres du marketing, donc je crois qu'il a à l'époque bien avalé et bien appris la leçon. Ça fera partie de son apprentissage. Je pense qu'il va déjà devoir, en signant avec DeFries, se séparer de Ken Pitt, qui est son ami, qui est son mentor. Ce sera une rupture entre deux hommes qui s'apprécient vraiment énormément, très difficile à vivre pour Bowie. Mais il fait ce choix de vouloir monter au créneau. Ça va lui permettre de devenir en fait ce personnage que vous voyez ici illustré par Yves Budin, Ziggy Stardust, la consécration effectivement, puisque lorsque l'album Ziggy Stardust, en fait The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, va sortir en juin 72, eh bien ça va vraiment faire une grosse vague en Angleterre. On va parler à ce moment-là de la Ziggy Mania. Ils ont, pendant les années 60, eu la Beatlemania, et puis après, ils ont eu un petit peu de T-Rex Mania avec Mark Bolan, et puis en 72, suit la Ziggy Mania. Ziggy Mania qui va vraiment entraîner un engouement chez les jeunes absolument incroyable. Beaucoup de personnes en fait vont s'identifier à David Bowie, vont s'identifier à ce côté extrêmement androgyne, vont vouloir devenir comme lui, se maquiller comme lui, revendiquer une sexualité bisexuelle, libertaire. Tout ça en fait David Bowie va très très bien le synthétiser dans un personnage, une synthèse de différentes personnes qui l'ont influencé, parce que dans Ziggy Stardust il y a un peu de Lou Reed, il y a un peu d'Iggy Pop, il y a un peu de Gene Vincent, le rocker des années 50, il y a aussi une partie de l'art japonais qu'il va finalement inclure dans le personnage de Ziggy Stardust. À partir des différents éléments culturels de son panthéon culturel, il a composé vraiment son personnage, qui n'est pas lui. C'est un autre, un double, doppelganger. Donc c'est un double qui d'ailleurs bientôt va commencer à prendre la possession de son âme, la mainmise sur sa personnalité. Et vous avez les bottes de catch vernissées, en vinyle vernissé, les influences du théâtre japonais, kabuki. C'est un styliste japonais qui va d'ailleurs concevoir tous ces costumes de scène. Vous avez pu voir et que vous pouvez toujours voir dans l'exposition itinérante qui a commencé à Londres. Qui est actuellement à Berlin et l'année prochaine à Paris. Donc là, on voit tous les costumes de scène qui ont été apparemment gardés précieusement. Donc, la chevelure, le maquillage, Pierre Laroche, qui avait déjà travaillé pour lui sur la couverture de Aladdin Sane. Bowie va vraiment chercher dans différents éléments, la littérature, la musique, le stylisme, et il va donc composer avec tous ces éléments son personnage qui va vraiment le rendre célèbre. Et alors il y a une autre influence aussi
qu'on n'a pas encore cité, qui permettra à David Bowie de devenir ce personnage de Ziggy Stardust, c'est Marc Bolan. Marc Bolan qui est un ami proche de David Bowie dès la fin des années 60. En fait, ce sont deux amis qui vont galérer ensemble dans les clubs à donner des concerts devant très très peu de personnes avant de se faire remarquer. Et donc ils vont avoir une espèce de carrière parallèle, ils vont avoir une certaine rivalité aussi entre eux à un moment. Et Marc Bolan est celui qui va vraiment, en Angleterre, instaurer les débuts de ce qu'on appellera le glam rock. Donc ce côté de personnages maquillés, androgynes. Eh bien, Marc Bolan sera là, on va dire, 6 mois, 1 an avant David Bowie. Et Bowie va surfer sur la vague du glam rock pour s'intégrer pleinement dedans. Mais l'amitié entre David Bowie et Marc Bolan persistera quand même. Et pour illustrer cette amitié, je vous propose un petit extrait sonore. C'est un morceau qui s'appelle Lady Stardust, qui figure sur l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spider from Mars en 72, et qui est un hommage de David Bowie à son ami Marc Bolan. Lady Stardust. Moi, ça me fait toujours penser à la première fois que j'ai entendu David Bowie. Et ce qui m'avait vraiment étonné au départ, en fait, c'est cette voix aiguë, suraiguë. Et donc, je connaissais pas du tout sa première fois. Donc, voilà, à l'oreille, il me dit qu'est-ce que c'est une femme, c'est un homme. Donc là aussi, ça m'avait déjà un petit peu interpellé. Donc là, j'ai eu envie aussi d'aller voir, mais qui est-il, à quoi il ressemble ce gars-là. Et donc David Bowie fait vivre son personnage Ziggy Stardust sur un second album, la suite de l'album de Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars, qui sort en avril 73 et qui s'appelle Led Insane. Alors sur Led Insane, Bowie va avoir l'intelligence et la bonne idée d'inviter un nouveau musicien pour rejoindre son groupe d'accompagnement qui s'appelle The Spiders from Mars. Il va inviter quelqu'un qui vient du monde du jazz, qui s'appelle Mike Garson, qui est un pianiste avec qui il va jouer pendant très très longtemps, qui reviendra jouer avec lui dans les années 90 aussi, et qui jouera aussi avec lui dans les années 2000. C'est un musicien qui va apporter quelque chose de très intéressant dans la musique de Bowie, puisque Bowie à ce moment-là est numéro 1 dans les classements en Angleterre, aux États-Unis. C'est une véritable superstar, et il va profiter de cette célébrité pour en fait permettre au grand public de découvrir aussi la musique d'avant-garde, la musique de jazz, enfin le jazz et le piano de Mike Garson, et il va en fait incorporer tout ça à la musique de Ziggy Stardust. Alors on va vous passer un petit extrait maintenant où on peut entendre tout le talent et tout ce qu'a apporté Mike Garson dans l'album Led Insane. Voilà, donc, ça vous donne
un aperçu de ce que Mike Garson pouvait faire. Et alors c'est incroyable d'imaginer que sur un album de rock, voire parfois aussi un petit côté pop dans la musique de Bowie, on puisse retrouver des choses comme ceci. Et c'est justement une partie du génie de David Bowie. Alors comme disait tout à l'heure Yves, Bowie est véritablement possédé par le personnage de Ziggy Stardust. Ce personnage l'envahit complètement et ça va finir par lui faire peur en fait. Terry, son demi-frère dont je vous parlais tout à l'heure, souffre de schizophrénie et malheureusement va disparaître quelques années plus tard à cause de ce problème, de graves problèmes de santé mentale. Et dans la famille de David Bowie, notamment du côté de la mère, il y a pas mal de personnes qui souffraient de maladies mentales importantes. Et donc quand Bowie se voit complètement vraiment possédé, mais même phagocyté, je dirais, par ce personnage de Ziggy Stardust, il va vouloir en fait finir par s'en débarrasser. Parce qu'il sent que lui-même est en train de tomber dans une espèce de problème bipolaire. Il ne sait plus s'il est David Bowie ou Ziggy Stardust. Et donc, il va choisir de suicider Ziggy Stardust sur scène le 3 juillet 73. Ce sera à l'Hammersmith Odéon de Londres. Alors, un concert incroyable qui a été filmé, que vous pouvez retrouver aujourd'hui en DVD. Il est d'ailleurs disponible ici au Point Culture. Et c'est en fait un concert choquant, puisqu'il va prévenir absolument personne qu'il va arrêter sa carrière, enfin du moins arrêter le personnage de Ziggy Stardust. Et donc, il donne un dernier morceau. Il entame un morceau qui est très bien nommé, qui s'appelle Rock'n'Roll Suicide. Et il dit voilà, je vous remercie tous d'être venus à ce concert. C'est non seulement le dernier concert de cette tournée, mais c'est aussi le dernier concert que l'on donnera tous ensemble. Merci. Et donc les musiciens apprennent qu'ils sont pratiquement virés comme ça sur scène, sans avoir été prévenus au préalable. Et donc c'est un assez grand choc. Il y avait une personne qui était au courant, non? Oui. C'était Mick Ronson. Mick Ronson, oui. Et donc le bassiste et le batteur n'étaient pas du tout au courant. Autrement dit, le lendemain, ils sont au chômage. Donc vous parlez d'une gueule de bois. Laurent parlait du concert historique qui a été filmé par Penn Baker, je crois. Après, si vous êtes fan de Depeche Mode, c'est lui qui a filmé la tournée 101. Voilà, donc c'est un très beau document. Franchement, il faut, si vous aimez David Bowie, mais bon, si vous aimez simplement, si vous vous intéressez historiquement à la musique rock, pop, il faut vraiment regarder ce concert, ce live. Et donc finalement, après ce concert, il donne finalement encore un petit espace au personnage de Ziggy Stardust, l'espace d'un album qui s'appelle Pin-Ups. Ce sera le dernier de la période Ziggy Stardust qui sort en octobre 73. Un album uniquement consacré à des reprises. Il va rendre hommage en fait aux artistes qui l'ont inspiré dans les années 60 et reprendre des morceaux des Kings, reprendre des morceaux des Who de très belle manière. Très bon album que ce Pin-Ups qui n'aura pas de tournée pour l'accompagner. Et donc Ziggy Stardust, c'est bien fini à partir d'octobre 73. En avril 74, Bowie revient avec un nouveau personnage, qui est le personnage d'Halloween Jack, qui est un personnage qui évolue en fait dans le monde futuriste de George Orwell, inspiré par le roman d'anticipation de George Orwell qui s'appelle 1984, qui est bien connu. Et en fait, quand David Bowie sort l'album Diamond Dogs en avril 74, son objectif est vraiment d'adapter en musique 1984. Le seul problème, c'est que la famille Orwell va s'opposer à ça. Et l'album qui aurait dû s'appeler 1984 est vraiment parler uniquement de cet univers d'Orwell, eh bien, va devoir être rebaptisé en dernière minute Diamond Dogs, puisque la famille d'Orwell refuse les droits à David Bowie. Mais David Bowie va faire, comme à son habitude, contourner les choses de façon très habile, et donc va non seulement finalement parler de 1984 dans Diamond Dogs, mais aussi faire une tournée qui va accompagner l'album, où il proposera vraiment cet univers incroyable de George Orwell, en le contournant, mais en parlant de quand même de cet univers incroyable. Alors ce qui est intéressant aussi par rapport à Diamond Dogs, ce sera le petit cocorico de cette présentation, c'est que la pochette sera réalisée par un Belge. Donc ça c'est la pochette signée par Guy Pellart, qui est mort il y a quelques années, en 2008 je pense. Guy Pellart, affichiste, illustrateur de bande dessinée et aussi grand illustrateur du
du monde du rock. Donc il a signé aussi une pochette pour les Rolling Stones. C'est It's only rock and roll. It's Only Rock and Roll. Et je pense aussi une pochette pour Etienne Dao d'ailleurs. Maintenant, qui n'est plus Ziggy Stardust, qui est une sorte d'être extraterrestre canidé. Ici, on voit ses parties génitales au chien. Et donc, je crois que apparemment aux États-Unis, on a encore essayé de censurer la pochette. Bon, voilà. Guy Pellart aussi, une petite note. Si vous appréciez ce genre de pochette et le travail qu'il a fait avec les Rolling Stones, il a sorti un ouvrage qui s'appelle Rock Dreams, où il reprend notamment ses illustrations et beaucoup d'autres, où en fait il fantasme l'univers du rock, où on le voit notamment imaginer Bob Dylan dans des situations absolument incroyables. Et c'est un ouvrage, Rock Dreams, que je vous recommande chaleureusement, si vous aimez en tout cas l'art de Guy Pellart. Donc sur Diamond Dogs, David Bowie s'est constitué un nouveau groupe, c'est lui qui joue de la guitare. Mike Garson est le seul finalement rescapé des Spiders from Mars, et donc Bowie fait un choix, donc le choix de virer ce groupe et notamment de se séparer d'un guitariste qui a été vraiment un grand compagnon de route pour lui, qui est Mick Ronson, qui a vraiment fait le son de Ziggy Stardust. C'est un ami proche, quelqu'un avec qui il a partagé beaucoup de choses, et faire ce choix en fait de se séparer de Mick Ronson, c'est un choix qui, d'un point de vue humain, est difficile, mais d'un point de vue de la carrière de Bowie, est utile, parce qu'il sait que Mick Ronson est quelqu'un qui est extrêmement influencé par le blues rock, extrêmement influencé aussi par le hard rock, mais qui ne pourra pas suivre Bowie sur les aventures musicales qu'il veut entamer à ce moment-là, puisque Bowie est de plus en plus inspiré par la musique black américaine, et notamment par la soul music. Et l'album suivant sera un album entièrement consacré à la musique soul, et plus particulièrement à ce qu'on appelle le Philly Sound, c'est-à-dire la musique soul issue de Philadelphie, donc de la ville de Philadelphie. Et cet album, ce sera l'album Young Americans, avec un changement complet de style, puisque David Bowie va vraiment se lancer dans un style soul. Il va s'associer aussi avec John Lennon pour un morceau qui s'appelle Fame. Ils vont partager beaucoup de soirées ensemble. David Bowie et John Lennon, ils vont partager des discussions par rapport justement ce titre Fame parlent de leur célébrité, parlent du fait qu'ils ont du mal à gérer en fait le fait de ne plus pouvoir être anonyme dans la rue, ne plus pouvoir aller faire leurs courses tranquillement sans être harassés par des hordes de fans. Et donc Femme parle de ça, parle aussi de ces soirées interminables où ils consomment de la cocaïne vraiment de façon extrêmement intensive. Et David Bowie, à ce moment-là, va plonger dans une dépression et dans un état extrêmement grave. Il va très très mal, et la seule personne qui va pouvoir l'aider à sortir de cette situation sera pas sa femme, Angie Bowie, à qui il a déjà pas mal de problèmes à cette époque-là, mais ce sera son assistante, qui est toujours son assistante aujourd'hui, une certaine Corinne, qu'il appelle Coco, et qui vraiment va le sortir de cette période extrêmement noire, extrêmement difficile, où il est en fait à Los Angeles en train de sombrer dans la drogue. Et donc, le personnage Thin White Duke, donc il est blanc, c'est le Duke, mais il est très maigre, et donc à une époque, cette époque-là, il fait peut-être 40-45 kilos. Et il ne s'abreuve plus que de lait et d'autres substances également. Et alors, il commence aussi un petit peu à dévier. À dévier, c'est-à-dire qu'il commence à s'intéresser à tout ce qui est l'art, c'est ça, donc l'occultisme, la kabbale, le spiritisme, la numérologie, et aussi tout ce qui est le totalitarisme. Et donc il commence un petit peu à dévier, et aussi donc à tenir son état mental n'aidant pas, à tenir aussi des propos qui peuvent un petit peu heurter les sensibilités. Effectivement, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Bowie, comme tu l'as dit, s'intéresse à la magie noire. Il va vivre pendant tout un moment avec le bassiste de Deep Purple à l'époque, qui s'appelait Glenn Hughes, dans un appartement où en fait il s'amuse à ne pas dormir pendant 3-4 jours pour créer de la musique. Mais ils vont vraiment se retrouver tous les deux dans des situations qui sont très très bien illustrées ici par Yves. Il est complètement perdu,
perdu dans un personnage où il ne se retrouve plus lui-même, il va mal, et donc sort pendant cette période un album assez particulier de la carrière de David Bowie qui s'appelle Station to Station. On est en janvier 76 et c'est donc l'album qui voit en fait la création du personnage du Finn White Duke. Alors sur scène, Bowie va s'inspirer de l'ambiance des cabarets allemands des années 30, puisque Bowie est un grand fan notamment de Bertolt Brecht, et donc il va transposer l'univers de Bertolt Brecht sur scène, et cet intérêt en fait qu'il a pour l'Allemagne, pour les cabarets allemands, ça vient en fait d'une rencontre assez intéressante en fait à la fin d'un concert, où il va en fait croiser David Hockney, qui est un peu l'équivalent, si vous voulez, d'Andy Warhol en Angleterre, un grand nom du pop art, qui va venir le trouver à la fin d'un concert. Et en fait, David Hockney sort à ce moment-là avec un monsieur qui a vécu en fait l'Allemagne et le Berlin des années 20 et 30, et qui a connu aussi la décadence de l'Allemagne et puis la tombée dans l'horreur du nazisme. Et donc ce monsieur va vraiment parler à Bowie de toute cette période berlinoise en fait, de transition entre cette grande explosion artistique qu'il y a dans les années 20 et 30, et puis malheureusement tout ce qui va se passer par la suite, et l'art qui va être évidemment brûlé par les nazis. Et donc cette période va fasciner David Bowie, et c'est ça qui va mener tout doucement à la prochaine étape de sa carrière, qui va le mener de Los Angeles à Berlin. Quand Bowie quitte Los Angeles pour se rendre à Berlin, c'est pour plusieurs raisons. La raison culturelle, donc cet intérêt pour le Berlin des années 20 et 30 et son amour pour Bertolt Brecht, mais c'est aussi une envie de pouvoir se rendre dans une ville où il pourrait marcher dans la rue en étant totalement anonyme. Et donc Berlin est la bonne ville pour ça. C'est aussi une bonne ville normalement pour pouvoir essayer de ne pas être tenté, comme il était à Los Angeles, par tous les dealers qui lui proposent de la coke et d'autres drogues à foison. Et là, à Berlin, il se dit, je vais me refaire une santé. Malheureusement, il va avoir une mauvaise idée, c'est qu'à Berlin, il va embarquer avec lui un ami proche, quelqu'un qui l'a beaucoup inspiré, qui est Iggy Pop. Mais prendre Iggy Pop dans sa valise pour essayer de ne pas trop fêter et de s'éloigner de la drogue, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Et donc malheureusement, la période berlinoise, s'il serait une période très très riche d'un point de vue artistique et musical, ne sera pas encore le moment où David Bowie va pouvoir se sortir de ses problèmes de dépendance. À Berlin, il va créer cette fameuse trilogie berlinoise. Alors un mot peut-être sur cette trilogie berlinoise, qui n'est pas son œuvre la plus commercialement réussie, mais qui est certainement la plus réussie artistiquement parlant, qui est celle qu'aujourd'hui, en tout cas, on reconnaît le plus souvent à David Bowie. Ce sont 3 albums qui s'appellent Law, Heroes et Lodger, qui sortent entre 77 et 79. Alors ces albums, on les appelle la trilogie berlinoise, mais c'est un peu un abus de langage, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui va vraiment être enregistré entièrement à Berlin, c'est l'album Heroes, puisque l'album Low ne sera que mixé à Berlin, et que l'album Lodger en fait sera entièrement enregistré en Suisse et non pas à Berlin. Mais si en fait on va qualifier cette trilogie de berlinoise, c'est parce qu'en fait elle va être empreinte de l'ambiance de David Bowie, de l'ambiance de son expérience avec Brian Eno aussi, qui sera là avec lui, qui est un producteur qui va beaucoup travailler sur la trilogie berlinoise avec Bowie, mais ce sera aussi l'influence de personnes comme les membres de Tangerine Dream, hein, des groupes de krautrock, qui sont en fait, le krautrock, c'est le rock allemand planant qui se développe à ce moment-là en Allemagne. Il y a aussi l'influence, évidemment, même si c'est pas à Berlin, de groupes comme Kraftwerk. Toute la naissance de la musique électronique est en train de se passer en Allemagne à ce moment-là, et donc Bowie va se nourrir de tout ça et en fait redigérer tout ça sur une trilogie berlinoise qui est absolument, en tout cas je parle de mon point de vue, brillante, et qui a ouvert en tout cas énormément de voix à de très nombreux musiciens, et donc une période très très riche. Donc là, c'est illustration pour la pochette de Lao, qui, en fonction de la saison,
est mon album préféré de Bowie, mais bon, en général c'est toujours dans le top 3. Pourquoi est-ce que c'est un de mes albums préférés? Parce que vous avez beaucoup de plages instrumentales. Donc, comme tu l'as dit, Laurent, Bowie écoute beaucoup de musique ambient, bon, Kraftwerk et le krautrock. Et moi, ce qui m'a surpris également, donc tantôt je vous disais que premièrement c'était la voix de Bowie, période Ziggy Stardust. Dans la trilogie berlinoise, c'est vraiment les plages instrumentales qui m'ont vraiment interpellé. D'autant plus que quand j'ai accédé à ces albums-là, moi j'écoutais beaucoup de musique ambient, mais qui date de 10 ans plus tard. Donc, exemple, Aphex Twin, si vous connaissez. Et donc là, je pense aussi que je ne vais pas dire que c'est encore un précurseur, puisque bon, on essaie quand même de vous montrer que c'est quand même quelqu'un qui est une véritable éponge. Donc il n'a pas vraiment, Bowie n'a jamais vraiment inventé, mais donc il s'est vraiment servi, nourri. Et donc ici, les plages instrumentales sont vraiment très 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 intéressantes, d'autant plus que il fait des vocalises, il invente des langages. Donc, exemple sur le morceau Subterraneans, vous avez des bruits, des sons. C'est une sorte de novlangue. Donc ça aussi, moi, ça m'avait vraiment, ça m'intéresse toujours. J'écoute vraiment beaucoup. J'adore revenir vers surtout cet album-là, Low. On va justement écouter un extrait de Subterraneans qui est un morceau en fait important, puisque l'album Low, qui sort en 77, va un peu déphaser finalement les fans de Bowie quand il va sortir, puisqu'il est composé de deux phases très très particulières. La première phase propose des morceaux rock assez courts, de 2-3 minutes. On va dire on est encore dans un format traditionnel. La seconde phase est constituée uniquement de plages ambient que Bowie va travailler très intensivement avec la collaboration de Brian Eno, et il va en fait s'inspirer des paysages de Berlin, mais aussi des paysages de la Pologne, puisqu'ils vont sortir aussi de Berlin pour aller de l'autre côté du mur, aller de l'autre côté dans le Berlin-Est, mais aussi pousser le voyage jusqu'à la Pologne, et décrire à travers ces plages qui sont extrêmement mélancoliques, parfois presque limite dépressives. Ils vont vraiment décrire un décor sonore extrêmement puissant en émotion. Et l'extrait qu'on va écouter dans quelques secondes, c'est un morceau aussi important puisque Bowie va le rejouer en 95 pendant la tournée Outside en compagnie de Trent Reznor, qui est le leader de Nine Inch Nails, qui est un groupe de rock indus. Et en fait, là on voit vraiment que ce genre de morceau va aussi influencer énormément de musiciens qui vont puiser en tout cas leur inspiration pour créer de la musique par la suite. Il faut quand même rappeler qu'à cette période-là, en Angleterre et aux États-Unis, en tout cas à New York, c'est le punk qui explose vraiment. Et David Bowie, à cette époque-là, est vraiment à des années-lumière du mouvement punk. D'ailleurs, je me demande si c'est peut-être un des seuls courants qu'il n'a pas vraiment abordé. Oui, et paradoxalement, comme tu dis, il ne va pas vraiment toucher au punk, même s'il touche à beaucoup de choses, mais il est l'idole des punks avec son personnage de Ziggy Stardust. Lui, il est à des années-lumière de ça. Il n'a plus vraiment rien à faire de ça, mais il est une idole, mais lui, il est déjà en avance, quoi. Il est en avance avec son temps, et c'est son côté précurseur qui est absolument incroyable.
extrait de la trilogie berlinoise, extrait de l'album Low, le dernier album de la trilogie berlinoise en 79, Lodger. Puis vient le début d'une nouvelle ère en fait pour David Bowie. C'est la sortie de l'album Scary Monsters and Super Creeps en septembre 1980 avec le personnage de Pierrot. Alors, vous parlez de l'état d'esprit peut-être de David Bowie à ce moment-là. C'est un David Bowie qui est enfin libéré. Puisque quand vous écoutez notamment le morceau Ashes to Ashes, que vous connaissez certainement tous ici, qui est un titre où il parle de ses personnages d'auparavant, il parle du Major Tom qu'il incarnait à l'époque de Space Oddity, et il dit vraiment dans les paroles du morceau, en fait, je ne dois plus fréquenter, ma mère m'a dit de ne plus fréquenter Major Tom parce que c'est un junkie. Et donc Bowie lui-même va tirer, en fait, va refermer en tout cas un chapitre de son histoire, le chapitre des dépendances, le chapitre des excès, pour devenir un nouveau David Bowie qui va apparaître bien plus en forme, bien plus en équilibre dans sa vie. Et Ashes to Ashes c'est vraiment l'incarnation de ce nouveau David Bowie. Et l'album Scary Monsters est un album assez intéressant puisque c'est le dernier pendant une longue période qui sera produit par Tony Visconti, le grand ami de David Bowie. Par la suite, Bowie s'aventurer vers des choses beaucoup plus commerciales qu'on va évoquer par la suite. Mais Scary Monsters est souvent aussi considéré comme la fin de l'époque classique de David Bowie par certains fans. Et donc ce personnage Pierrot, Yves, qui t'inspire? Oui, visuellement, ça correspond des personnages, un nouvel avatar, mais en même temps, c'est peut-être un des derniers costumés. Début des années 80, c'est une nouvelle ère aussi, c'est MTV. Faire des vidéos, des morceaux, illustrer de façon visuelle le morceau sonore pouvait vraiment être intéressant. Et donc, la vidéo, c'est quand même c'est une des vidéos les plus connues du morceau Ashes to Ashes. Je pense que c'est une très belle réussite. Et donc là, c'est une nouvelle brèche dans laquelle Bowie va se lancer. Je pense qu'il a, c'est encore une nouvelle fois très bien saisi, très bien humé l'air du temps. Effectivement, donc début d'une nouvelle ère pour David Bowie avec l'album Let's Dance. Nouvelle coiffure. Nouvelle coiffure, nouveau look. On voit David Bowie, look BCBG, blond décoloré. On a l'impression que finalement, on le verrait bien à Wall Street. Donc, personnage très différent finalement du Bowie underground, provocateur et un peu destroy que l'on connaissait dans les années 70. On a souvent un débat par rapport à ça avec Yves, parce que ce n'est pas sa période préférée. Mais c'est vrai que ça permet à Bowie, en tout cas en avril 83, d'exploser les hit parades avec la sortie de Let's Dance. Et Bowie, qu'est-ce qu'il va faire à nouveau à ce moment-là? Il va vraiment surfer sur une vague, puisque l'album Let's Dance, et ça très peu de personnes le savent, c'est une anecdote que j'ai en fait apprise récemment, aurait dû être enregistré en Belgique, au studio ICP à Bruxelles, qui est le plus grand studio belge. Et en fait, c'est le patron de l'ICP qui me l'a expliqué. En fait, Tony Visconti avait booké le studio pour enregistrer l'album Let's Dance, qui aurait dû être un album très très différent, puisque le morceau Let's Dance, au début, est un morceau véritablement de blues, avec de la guitare acoustique, de la guitare électrique. Et puis, Bowie, lors d'une soirée, va rencontrer Nile Rodgers, qui est à ce moment-là un personnage extrêmement populaire dans les années 80. C'est un des deux musiciens avec Bernard Edwards de Chic, qui est un groupe qui cartonne avec évidemment le Freak, et qui aussi est un producteur qui va travailler avec Madonna dans les années 80, avec Diana Ross. Et c'est quelqu'un qui vraiment représente le son des années 80. Et Bowie va flairer ça, il va se dire, bon, finalement, l'album qu'on doit enregistrer au studio ICP à Bruxelles avec Visconti, on va pas faire ça. On va aller travailler avec ce producteur noir américain qui est Nile Rodgers. Et donc c'est comme ça que l'album Let's Dance va voir le jour. Sur cet album, il va avoir la bonne idée de découvrir aussi un musicien, un guitariste extraordinaire, qui est Stevie Ray Vaughan, ou Vaughan, si vous préférez, qui est un guitariste absolument incroyable, qu'il découvre en fait lors du festival de jazz à Montreux. Et grâce en fait à la
à la popularité que Bowie a à ce moment-là et la popularité que l'album Let's Dance va avoir, eh bien Stevie Ray Vaughan va pouvoir lancer sa propre carrière qui aura aussi un grand succès qui malheureusement sera de très courte durée puisqu'on le sait, il disparaîtra tragiquement dans un accident d'hélicoptère par la suite. Oui, donc Let's Dance, avec Let's Dance, l'argent va vraiment commencer à rentrer dans les poches et sur le compte en banque de David Bowie. On va pouvoir le voir citoyen du monde, globetrotter, en Suisse. Île Moustique également. Voilà. Et alors, simplement aussi pour rappeler, 83, donc Let's Dance, tube interplanétaire. L'album se vend comme des petits pains, mais il n'est pas le premier dans le top mondial, le premier étant Michael. Thriller. Voilà. Effectivement, et donc Bowie, pendant les années 80, il va vraiment un peu s'asseoir sur ce succès. La tournée qui va suivre, Let's Dance, c'est la tournée Moulin Tour, qui sera probablement la tournée la plus commercialement réussie pour Bowie. Et il va enchaîner en septembre 84, donc à peine un an après Let's Dance, avec la sortie de l'album Tonight, et qui est un album qui ne va pas vraiment marquer d'un point de vue artistique, mais bien d'un point de vue commercial. Et il va continuer à faire ce genre de choses. Il va, en 86, sortir la bande originale et jouer dans un film qui s'appelle Labyrinthe. Et puis, en 87, sortir l'album Never Let Me Down, qu'il dédie à son assistante, Coco, donc, que j'évoquais tout à l'heure. Never Let Me Down, qui veut dire ne me laisse jamais tomber, puisque en fait, effectivement, elle a toujours été fidèle à David Bowie, elle l'a toujours épaulé, elle l'a aidé vraiment à sortir du fond du fond. Et donc, il lui rend hommage à travers cet album. Le problème des albums des années 80, c'est que Bowie ne se réinvente plus, en fait. Il a trouvé une formule qui fonctionne, il fait de l'argent, mais il ne se passe plus grand-chose musicalement parlant. Et donc, ce qu'il va faire il va s'en rendre compte, en fait. Il va s'en rendre compte et dans la fin des années 80, il va vouloir totalement se réinventer. Et pour se réinventer, il va décider de disparaître pendant un moment, disparaître dans un groupe qui va s'appeler Tin Machine, dont vous voyez une des pochettes. Ici, c'est la pochette du second album de Tin Machine qui sort en 1990. Et à travers ce groupe, il va vouloir en fait ne plus être le David Bowie que tous les fans attendent ou que tous les journalistes attendent. Il va vouloir réintégrer un groupe et se cacher derrière un groupe. Et ce sera une façon pour lui de revenir à ses racines, puisque le groupe Tin Machine va proposer va proposer une musique assez garage, assez violente, assez brute, qu'il n'avait plus fait depuis très très longtemps. Et ce sera vraiment une façon pour lui de repartir sur de nouvelles bases. Moi, personnellement, je me rappelle que je suis toujours fan de Bowie. Bon, je ne suis pas fanatique, je ne suis pas taliban de Bowie, évidemment. Mais je me rappelle que moi, j'écoutais beaucoup la période Ziggy Stardust, la période berlinoise. Et j'essayais de faire écouter Bowie à mes amis. Mais bon, c'était la traversée du désert des années 80. Et en fait, à ce moment-là, c'est un peu triste à dire, mais Bowie est vraiment devenu ringard, quelque part. C'est quelqu'un, je ne vais pas être trop méchant, mais c'est quelqu'un qu'on applaudit comme on applaudit Sting ou Phil Collins. Il n'y a plus le côté créateur et novateur. Voilà. Et donc je me rappelle de cette période, Tin Machine. J'ai écouté le premier album et j'ai vraiment été très très déçu. Et c'est quand même intéressant que toujours les groupes, par contre, beaucoup de groupes de plus en plus se sont réclamés de Bowie, mais en même temps, c'est Bowie qui se cache dans le groupe et qui commence à citer d'autres groupes dont les Pixies. Exactement. Oui, les Pixies et en fait énormément d'autres groupes qui vont vraiment considérer Bowie comme un parrain de ce qu'on appellera parfois un peu abusivement le rock alternatif. Et ça, on reverra ça par après avec le fameux concert du Madison Square Garden en 97. Mais par rapport à la période Tin Machine, peut-être aussi dire que ce sera pour lui aussi la possibilité de retourner
à des concerts avec une certaine intimité, avec une certaine connexion avec le public, puisque à la période de Teen Machine, David Bowie va jouer à l'ancienne Belgique. Ce qui ne David Bowie ne jouait plus que dans des stades ou dans des configurations style Forêt Nationale ou Sport Palace aujourd'hui. Et donc, il a pu, grâce à Teen Machine, retourner dans des configurations où il pouvait avoir à nouveau une connexion, où il pouvait encore sentir le public et retourner à certaines racines. Dans les années 90, il va sortir l'album Black Tie White Nose en avril 93, qui sera en partie la bande originale de son mariage avec le mannequin Iman, le célèbre mannequin qui est toujours sa femme aujourd'hui. Sortira aussi dans la foulée l'album de Buddha of Suburbia en novembre 93, qui est la bande originale d'une série TV en fait britannique. L'album Black Tie White Nose, ce sera aussi pour lui l'occasion de collaborer une toute dernière fois avec son ami Mick Ronson pour une très très belle reprise, version très moderne de I Feel Free, un morceau du groupe Cream qu'il va reprendre, qu'il va s'amuser à reprendre de façon très moderne avec Mick Ronson. En 1995, c'est là qu'on va retrouver finalement, et je pense que Yves est d'accord avec ça, le grand David Bowie, le grand créateur, puisqu'il va avoir la bonne idée de se réassocier avec Brian Eno pour sortir un album très très bon. C'est en 1995 Outside, qui est un album particulier, un album conceptuel, parce qu'on ne faisait plus beaucoup d'albums conceptuels dans les années 80, c'était plutôt un truc des années 70, et là il va revenir en album concept, qui est un album qui raconte en fait l'enquête de Nathan Adler, qui est un enquêteur qui va enquêter sur des art crimes. Alors les art crimes, c'est quoi? Ce sont des crimes artistiques qui sont perpétrés par un criminel, qui est en fait... et donc l'album raconte ce parcours de Nathan Adler sur les traces de ce criminel. Alors pour créer cet album, Bowie va réutiliser une technique assez intéressante qu'il avait déjà utilisée avec Brian Eno lors de la période de la trilogie berlinoise. Ils vont utiliser la technique des stratégies obliques. Alors les stratégies obliques, ce sont des cartes qui sont là pour stimuler en fait les artistes ou les musiciens quand ils sont en panne d'inspiration. En fait, c'est un jeu de cartes et vous tirez une carte au hasard et par exemple la carte vous dit: vous êtes le leader d'un mouvement rebelle dans une tribu et vous devez faire la révolution, exprimer ça musicalement. Ou alors vous tirez une autre carte et la carte vous dit: parlez avec plus de gris. Donc c'est très codé en fait, mais ça permet en fait aux musiciens qui sont parfois calés ou aux artistes dans un certain style de pouvoir se réinventer et de travailler différemment. Et en tout cas, ça a très très bien fonctionné pour l'album Outside. Oui, donc les stratégies obliques Brian Eno, mais qui avaient déjà été utilisées par le jazzman Miles Davis. Donc il donnait des petites notes, des petits fichiers comme ça à Herbie Hancock, à Tony Williams. Il dit voilà, joue comme si la forêt était bleue. What? Et donc voilà. Donc ici, Outside, pour moi, ça c'est effectivement la renaissance, le renouveau, Bowie. J'étais enfin fier de dire les gars, j'écoute Bowie, écoutez un peu ce qu'il fait Bowie. Donc moi je trouve que cet album est vraiment très 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 intéressant. Visuellement aussi, donc il revient avec une sorte de petit look qui n'est pas, enfin moi ça me fait quand même penser à Ziggy Stardust mais version années 2000. Donc là l'album, moi c'est vraiment c'est un de mes albums préférés, numéroté Outside, donc sur la pochette qui est ici signé par David Bowie lui-même. Donc en fait vous avez le numéro 1 Outside et je me rappelle que à ce moment-là il arrivait, et maintenant toujours, enfin encore un petit peu moins mais maintenant encore plus, à manipuler les journalistes. Les médias, et donc les médias. Et donc il avait dit tout simplement voilà, donc ça s'intitule 1 Outside parce que tout simplement l'année prochaine il y en aura 2 Inside, et l'année prochaine il y aura 3, etc. Donc moi étant fan, je me dis waouh, c'est génial, chaque année on va avoir un nouvel album de Bowie, ce qui évidemment n'a jamais été le cas. Voilà. Là tout simplement montrer aussi que David Bowie se diversifie également. Il devient maître du marketing, éco-marketing. Il expose ses propres peintures et donc
Ça, c'est son autoportrait qui figure sur la couverture. Et à côté, donc dans une galerie, vous l'avez reconnu, c'est un portrait de son ami Iggy Pop. À cette période-là aussi, intéressant de préciser que Yves évoquait le fait qu'un groupe comme les Pixies se revendiquait de Bowie et que Bowie se revendiquait aussi de l'influence des Pixies, donc il y avait une espèce de... La boucle était bouclée. Préciser aussi qu'à l'époque, notamment la sortie de l'album Earthling en 97, Bowie va notamment beaucoup appuyer un jeune groupe qui s'appelle Placebo, qui est à ce moment-là en train de sortir son deuxième album qui s'appelle Without You I'm Nothing. Et Bowie et Placebo vont sortir une version single de ce morceau Without You I'm Nothing. Et Bowie sera toujours prêt en fait pour appuyer les jeunes musiciens qui l'admirent et pour leur donner un coup de pouce. Et donc, ce sera quelque chose qu'il continuera à faire par la suite. On sait notamment qu'il va, dans les années 2000, appuyer aussi Arcade Fire au tout début de leur carrière, même si dans les années 2000, Bowie sera beaucoup moins présent à cause d'ennuis de santé et différentes choses. Il va quand même se rendre sur scène pour donner ce coup de pouce nécessaire à Arcade Fire, qui eux aussi se revendiqueront de David Bowie. Oui, la liste des groupes qui se réclament de David Bowie, elle est vraiment longue. Ça va de tous les groupes, la plupart des groupes New Wave, Cure par exemple, Bauhaus, mais aussi la musique électronique, puisque Earthling, il aborde la drum and bass. Mais bon, voilà, donc il a chaperonné Moby, les groupes comme Suede, TV on the Radio. Donc ça va vraiment, c'est un panel très, 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 très large. D'ailleurs, si on va avoir un bon aperçu de cet échange entre David Bowie, ces musiciens qui sont fans de sa carrière et qui lui rendent bien, je pense que le meilleur exemple, c'est de regarder le concert qu'il a donné en 1997 au Madison Square Garden pour son 50e anniversaire à New York, où il invite sur scène, effectivement, Robert Smith, tu en parlais, mais il invite aussi les Foo Fighters, il invite Sonic Youth, tous ces groupes en fait Frank Black des Pixies. Et donc c'est un concert que je vous conseille, qui est sorti aujourd'hui officiellement en audio, et qui montre bien en tout cas cet échange très riche qu'il y a entre David Bowie et la nouvelle génération. Alors on en arrive à The Next Day, qui a été la surprise de l'année 2013, incroyable surprise, puisqu'il a décidé en fait le 8 janvier 2013, le jour de son 66e anniversaire, de sortir, alors que personne ne s'y attendait, un nouveau single qu'il a balancé sur YouTube. C'était le single qui s'appelle Where Are We Now, qui est un morceau en fait très intéressant où il revient de façon très mélancolique sur la période berlinoise. Quand vous regardez le clip, on voit des images de Berlin aujourd'hui, et cette question Where are we now, où on en est aujourd'hui, où il évoque évidemment la situation du Berlin après le mur. C'est le fait de tout l'espoir en fait qu'on avait par rapport à cette réunification de l'Allemagne, et la situation aujourd'hui qui, on le sait, à l'Est est parfois très compliquée pour les Allemands de l'Est qui vivent des situations assez compliquées. Et donc Bowie pose cette question Where are we now, et annonce la sortie d'un album qui sortira le 11 mars 2013, The Next Day. Excellent album, peut-être pas le plus accessible de sa carrière, mais qui permet en tout cas de faire qui est un fameux merci à tous les fans de Bowie qui ont accompagné l'artiste tout au long de sa carrière, puisque dans The Next Day, Bowie évoque à travers les visuels de ses clips, à travers sa musique, différentes périodes de sa carrière, et fait une sorte de bilan de tout ce qu'il nous a en fait apporté musicalement. Alors dire aussi une chose, on parlait tout à l'heure avec Yves du fait que Bowie est un roi, un chef du marketing. Ce qui est incroyable, c'est qu'il faut imaginer que le 7 janvier 2013, la veille de la publication de Where Are We Now sur YouTube, les grands pontes de chez Sony, qui est aujourd'hui la major chez qui Bowie est signé, n'étaient pas au courant de la sortie de ce morceau. Donc il a réussi à annoncer un nouveau morceau, un nouvel album, sans même que la maison de disques, qui n'est pas la plus petite maison de disques au monde, ne soit au courant. Et il a réussi à enregistrer un album en plein New York pendant l'espace d'un peu plus d'1 an, sans que personne ne soit au courant, sans qu'il y ait alors qu'aujourd'hui, on sait qu'avec Facebook, avec Twitter, dès que quelque chose se passe,
l'info passe très vite, et lui, il a réussi, en faisant signer notamment un contrat de confidentialité à tous les musiciens qui travaillaient avec lui, un contrat très strict qui faisait que les musiciens s'engageaient à ne parler à personne du projet sur lequel il travaillait. Il a réussi à tenir en tout cas le secret. Et alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un musicien qui a parlé quand même. Et ce musicien, c'est Robert Fripp, qui est le guitariste qui jouait avec lui. Sacré Robert Smith, qui a vendu la mèche. Robert Fripp qui travaillait avec Bowie à l'époque de Heroes et qui avait été pressenti en fait pour jouer sur The Next Day. En toute dernière minute, Robert Fripp a été écarté du projet. Et pour se venger, il a publié sur son blog, 6 mois ou 7 mois avant la sortie de Next Day, qu'il avait été en studio et qu'il avait travaillé avec Bowie sur un nouvel album. Et ce qui est assez marrant, c'est quand vous voyez en fait le blog aujourd'hui de Robert Fripp, vous voyez tous les commentaires des gens qui lui disent « Ouais, c'est ça Robert, tu délires complètement en fait ». Et personne ne l'a cru. Personne ne pouvait croire que Bowie, puisque ça fait 10 ans qu'il était retiré complètement du monde musical, personne ne pouvait croire qu'il était en train d'enregistrer en secret un album. Et donc, grâce à cette technique incroyable qu'il a eue de tenir le secret, il a pu faire une véritable surprise, il a pu faire de cet album un grand succès, un grand coup de marketing. Et alors, ce qui est intéressant aussi de préciser, et ça, c'était assez marrant, c'est une petite anecdote. Mais j'avais rencontré l'année dernière un de ses grands amis qui est Brian Molko, le leader de Placebo, qui m'a dit « Bowie, c'est un ami, mais il nous fait encore rêver. Il nous fait encore rêver parce qu'il peut encore nous dire qu'on peut encore surprendre aujourd'hui. Parce que les groupes actuels ont vraiment ce problème à cause des réseaux sociaux, ils n'arrivent plus à surprendre personne. Et donc, surprendre, finalement, c'était aussi un élément qui était indispensable dans l'image d'un groupe, dans la carrière d'un groupe, c'est de pouvoir se réinventer, de faire des choses qui vont aller dans un autre sens que là où on attend l'artiste. Et donc, comme Brian Molko m'avait confié, Bowie nous fait encore rêver parce que lui, à 66 ans, il arrive encore à nous faire surprendre. Et c'est ça, en fait, finalement, qui fait, je pense, une des grandes qualités de David Bowie. Voilà, je vous remercie. Avant de clôturer, peut-être vous proposer, et ça c'est un exercice que j'aime beaucoup, c'est un petit question-réponse. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce qu'on a évoqué juste à l'instant. C'est une question qui me turlupine depuis un certain temps. J'étais à Londres il y a longtemps, ça fait plus de 15 ans, et j'écoutais une radio, genre radio indépendante, ce n'était pas une radio de la BBC, et il y avait un petit jeu, une question-réponse, et on avait demandé à ce jeu qui était le saxophoniste sur Walk on the Wild Side de Lou Reed. Et la réponse était David Bowie. Mais je n'en ai jamais eu confirmation. C'est pas David Bowie, c'est le professeur de David Bowie. Ah, mais il y a un lien de toute façon. En fait, David Bowie était pressenti pour jouer parce que c'est lui qui produisait l'album Transformer de Lou Reed, mais il s'est rendu compte que son style était trop limité. Et il voulait que l'album soit vraiment parfait, parce qu'il avait le but de Transformer, c'était vraiment de relancer la carrière de Lou Reed, et il voulait tellement que ce soit un produit parfait qu'il s'est rendu compte que lui ne pouvait pas jouer dessus. Et donc il a appelé son professeur de saxophone, et c'est lui qui joue dessus. Et le nom du professeur m'échappe, peut-être que tu te rappelles. Il m'échappe, mais il est mentionné tout simplement dans le livre. Enfin, moi, je n'ai pas de Transformer en vinyle, mais je l'ai en CD. Et dernièrement, donc le nom du saxophoniste est mentionné, est indiqué. Mais ce n'est pas David Bowie. Non. C'est un peu bizarre, c'est que tout le monde décrit un peu la période des années 80. Vous ne l'aimez pas tellement non plus. Led Zeppelin, c'est pas votre album favori. Je suis un peu issu de cette période-là, justement, et justement, ce qui fait la force de Bowie, c'est de pouvoir pondre Let's Dance après Low et avant Outside. Il n'y a personne d'autre qui serait capable de faire ça. Bien sûr. Et puis, autre chose, si Bowie n'avait pondu que des Low et des Heroes, il serait vite tombé dans l'oubli. Oui, non, c'est effectivement le cas. On ne va pas faire le procès des années 80 par rapport à Bowie. Je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit justement, il n'aurait pas pu continuer avec des albums conceptuels comme ça. Il serait tombé dans l'oubli et maintenant, il jouerait dans des salles de 50 personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu, je pense,
développer des choses très commerciales comme ça, et puis après ressortir en outside. Et puis ressortir un Next Day aujourd'hui où il n'y a pas vraiment de concession artistique, enfin commerciale plutôt. Donc ça fait partie de l'ensemble du personnage et ça fait partie de son talent. Maintenant, il est vrai qu'il y a le côté daté, hein, comme vous l'évoquiez à l'instant. Ça n'empêchait pas Bowie de sortir des très très belles compositions parce que tout le monde à cette époque-là voulait utiliser les boîtes à rythme et les nouveaux synthétiseurs et parfois en abuser. Et donc ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui quand on réécoute ça on se dit mais il aurait peut-être dû un peu moins charger la production. Ça ne l'empêchait pas Bowie de faire des très très beaux morceaux parce que sur Tonight par exemple il y a un titre qui est Loving the Alien, qui est un magnifique morceau, une composition incroyable. Et quand il a rejoué sur scène dans les années 2000, il en a fait une nouvelle version avec des arrangements fabuleux. Et là, on voit que le génie de Bowie était toujours là. Maintenant, voilà, il y avait peut-être cette overdose de production, mais c'était dû aux années 80. Être commercial, c'est pas facile non plus. Hein. Moi, on est bien d'accord, oui. Il est sollicité de toutes parts. Donc, au début, il va jouer sur la scène de Brooklyn où il interprète The Elephant Man. Et donc, il est acclamé au théâtre. Il est sollicité par le cinéma aussi. Moi, le film Furio, je trouve qu'il est très bien et qu'il joue très très bien. Reality, c'est un album pour moi moitié réussi, moitié raté. Donc les 4 premières chansons sont très emballantes. Puis après, c'est un album, à mon avis, qui a été fait dans la précipitation juste pour la tournée. Donc on voit que c'est un album qui était bâclé, mais qui aurait très bien pu... mais par contre, la dernière chanson... ah oui, c'est... Dans Bring Me the Disco Queen, pour moi, c'est une des plus belles de Bowie. Justement, ça clôture justement encore une période. Avec un Magerson qui voilà, et s'il n'avait pas donc continué avec cet album The Next Day, je pense qu'il aurait bien, avec cette chanson, il terminait vraiment bien sa carrière comme ça. Quoi. Je trouve que c'était vraiment une belle chanson pour terminer une carrière. La famille de George Orwell a refusé que Bowie nomme son album 1980. Il faut se replacer dans le contexte, c'est que Bowie, à ce moment-là, était... Ziggy Stardust était extrêmement provocant, revendiquait des choses qui étaient considérées comme hautement provocatrices à l'époque, alors qu'aujourd'hui tout le monde s'en fout. Mais je pense que la famille Orwell était peut-être un côté un peu conservateur et voulait pas que Bowie se réapproprie l'œuvre de George Orwell pour en faire quelque chose à lui, et donc quelque part ça ternisse 1984. Puis ce sont aussi des histoires d'argent, évidemment, toujours. Mais il n'y a pas de raison vraiment officielle. Il y a quelqu'un qui vous a influencé pour être fan de David Bowie, parce que vous étiez quand même issu des années, je sais pas, moi, 90 peut-être. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Adolescent dans les années 90, oui. Donc c'est vrai que la nouvelle génération ne connaît pas vraiment Bowie, sauf par quelqu'un, voilà. En fait, moi, c'est simple. J'étais fan de Queen quand j'avais 7 ans. Et forcément Under Pressure. Et Under Pressure, qui est ce monsieur qui chante sur Under Pressure. Puis j'ai épluché sa discographie et c'est de là que c'est apparu. Pour Yves, c'est différent. Oui, mais moi, en fait, c'est comme, vous savez, quand vous lisez les magazines comme Rock and Folk, enfin Rock et Folk, vous avez... Vous avez, oui, chaque fois, c'est un artiste qui parle de ses... ça s'appelle, la rubrique, c'est Mes disques à moi. Donc, c'est un artiste qui dit, voilà, premier disque écouté, premier vinyle, etc. Souvent, quand on lit, c'est souvent le grand frère qui est venu avec le vinyle, grand frère qui a 4 ou 5 ans de plus et qui vient écouter. Moi, c'est la même chose. Donc, mais mon frère m'a vraiment beaucoup appris au point de vue de l'art. Il venait toujours avec des livres d'art, de bandes dessinées, et il avait des copains qui écoutaient beaucoup de musique. Et donc, en l'espace de quelques mois, il est venu avec, c'était des cassettes à l'époque, et donc avec Springsteen, Dire Straits. Alors je me rappelle de Pink Floyd, Wish You Were Here. Et alors, donc je me rappelle, je l'ai toujours chez moi, c'est une cassette, c'était le copain de mon frère, et alors il s'amusait à customiser ses cassettes, à mettre de la laque, ça sent toujours, la cassette sent toujours, et donc vous avez face A, Hunky Dory, face B, Ziggy Stardust, et donc on écoutait avec mon frère religieusement, on se mettait dans le noir, dans sa chambre, on s'allongeait, on mettait la cassette, boum, face A terminée,
toujours dans le noir, on retournait, boum, face B. Et donc voilà, donc ça c'est mon frère qui m'a vraiment aidé et guidé vers David Bowie. Alors donc celui-ci, c'est l'ouvrage de Laurent Riepi, préfacé par Marc Isaïe. Donc moi j'ai fait les illustrations. Donc c'est un abécédaire qui est paru en octobre de l'année passée, 2013, aux éditions Lamirois. Donc Laurent, tu peux en parler, donc la formule de l'abécédaire? Oui, en fait c'est un format qu'on peut trouver qui est vieux comme le monde, mais en même temps qui est d'une modernité rare, je trouve, parce que quand j'ai décidé de le faire sous ce format-là, c'est parce que je me suis rappelé comment on fonctionne quand on surfe sur Internet. En fait, on passe d'un lien hypertexte à un lien hypertexte, d'un hyperlien à un hyperlien, et donc on voyage dans les informations. Et en fait, je voulais proposer un livre qui avait le même schéma, c'est-à-dire un livre qui n'était pas classique ni linéaire. C'est-à-dire que vous ne commencez pas la première page avec David Robert Jones est né le machin, et puis dernière page, Reality sorti en telle date. Non, l'idée c'est vraiment de pouvoir piocher en fait en fonction de son écoute, en fonction de son envie. Vous pouvez avoir le bouquin sur votre table de chevet, et puis vous écoutez Let's Dance justement, vous avez la lettre L, Let's Dance, qu'est-ce que ça raconte, d'où ça vient, et vous avez l'histoire de l'album, du morceau, et vous voyagez à travers des histoires comme ça, des mots. Par exemple, ça peut être un mot comme Berlin. Qu'est-ce qui s'est passé à Berlin avec David Bowie? Tout ça est expliqué. Et ça peut même être avec elle, comme Lady Gaga. Quel rapport de Lady Gaga et Bowie? Il y en a un. Mais bon, il faut lire le bouquin pour le savoir. Et alors, le bouquin de Yves qui s'appelle Visions of Bowie, monographie donc expressionniste. Alors là, ici, Yves nous propose un voyage en fait dans la carrière de David Bowie, à travers ses illustrations, à travers aussi des textes que tu as réalisés pour décrire les illustrations, pour des textes poétiques en fait qui remettent dans certaines choses, certains passages de la vie de Bowie en avant. Et toi, Yves, finalement, comment t'es venu en fait l'idée de consacrer, parce que tu as consacré d'autres ouvrages, tu l'as dit notamment à Miles Davis. Pourquoi en fait tu as attendu, parce que Bowie on sait que tu es fan depuis très très longtemps, mais tu as commencé par Miles Davis, puis tu as fait d'autres artistes, et puis tu es arrivé à Bowie. Alors pourquoi maintenant ou est-ce que c'était une envie que tu avais depuis le départ? Oh, ça fait longtemps que que j'avais envie d'illustrer David Bowie, mais c'était simplement rendre hommage. Bon, j'ai un panthéon d'artistes. Vous savez, les phares baudelairiens, bon, voilà, c'est les phares, les artistes qui m'ont vraiment aidé dans la vie, qui m'ont guidé musicalement, de façon littéraire, artistiquement. Donc là, c'est une trilogie, c'est une trilogie budinoise. Donc la première, en fait, c'est Vision de Miles Davis, parce que j'adore Miles. Le deuxième, c'est Vision de Kerouac, Jack Kerouac, donc l'écrivain Beat Generation, l'écrivain américain. Et donc c'est vraiment Miles et Jack Kerouac, c'est vraiment deux personnes que je suis et qui vivent avec moi, qui évoluent avec moi. Et j'ai toujours des lectures différentes. Maintenant, j'ai une lecture différente de Jack Kerouac à 40 ans que quand j'en avais 18, évidemment. Et mon avis, mon sens critique aussi a évolué. Et donc voilà, David Bowie, ça fait partie, donc ça referme la trilogie. Voilà, tout simplement parce que voilà, David Bowie, c'est artistiquement un personnage, mais alors aussi iconographiquement. David Bowie, c'est un plaisir à dessiner. Évidemment, vous avez vu voilà, tous les avatars différents et l'énigme, le mystère autour du personnage. Donc là, c'était un grand plaisir à dessiner. Alors, pour finir le petit côté promo, je peux vous dire que Yves et moi, on aura l'occasion de retravailler ensemble pour un autre projet qui sera relié d'une façon ou d'une autre à David Bowie, mais vous en saurez plus bientôt. André Rieu. Voilà, c'est André Rieu, oui. Et Claude François. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. People stare at the makeup on his face.